Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, on reprend nos conférences autour du Monde Nouveau. Alors pour celles et ceux qui découvriraient le Monde Nouveau, 5e édition cette année qui a démarré ce matin à 9h30. On a parlé beaucoup de mobilité, d'énergie, puis évidemment on a officiellement inauguré cette manifestation dont c'est la 5e année qui dure sur 2 jours aujourd'hui et demain. Beaucoup de rencontres, beaucoup de débats, beaucoup de témoignages, vous allez le voir. Et puis l'évocation de sujets qui nous concernent toutes et tous ici sur ce territoire. Vous allez le voir avec cette conférence pendant les 45 prochaines minutes, un cycle de l'eau complètement déstabilisé. C'est la question que l'on va poser à nos 4 invités que j'accueille sur scène. Laurence Tubiana, Christophe Cassou, Caroline Lejars, Jean-François Blanchet. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je le disais, 4 témoins, 4 invités, une marraine, Laurence Tubiana, ravie de vous avoir à nos côtés, économiste, chargée des négociations pour les accords de Paris, présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat. Merci d'être à nos côtés. Christophe Cassou, c'est le parrain de cette 5e édition. Climatologue, vous allez évidemment nous éclairer sur bien des sujets. Vous avez participé à de nombreux rapports, notamment le rapport du GIEC, 6e rapport du GIEC, entre autres. Et puis, à vos côtés, je la présente, Caroline Lejars, directrice adjointe de l'UMR-JO au CIRAD. Merci d'être à nos côtés, de nous rejoindre. Et Jean-François Blanchet, directeur général du réseau hydraulique Occitan BRL. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais que l'on parle donc de ce cycle de l'eau avec quelques axes au cours de cette table ronde. Le sujet est très vaste. On pourrait presque rester l'après-midi, voire les 2 jours, tant il concerne évidemment l'ensemble du territoire. Mais je voudrais d'abord qu'on puisse poser peut-être le diagnostic. Et je voudrais qu'on le fasse avec vous, s'il vous plaît, cher Christophe Cassou, le diagnostic autour de l'eau, parce que on assiste quand même à des phénomènes très inquiétants, hein, on le sait, canicule, sécheresse, pluie torrentielle, restriction de la consommation d'eau. Alors vous, quand vous observez le cycle de l'eau, vous ne parlez pas de déstabilisation, mais d'intensification. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez-nous un peu la problématique. Alors on parle plutôt d'intensification parce que c'est la gamme des possibles, la gamme des fluctuations liées au cycle de l'eau qui... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Vous voulez un petit peu d'eau? Prenez, ça c'est l'occasion. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Hein, bon. Voilà, ça va un peu mieux. Oui, donc c'est la gamme des fluctuations, c'est-à-dire l'intensité des fluctuations qui change, plus que, en fait, on va dire la quantité d'eau totale qui change, en tout cas sur la France et sur l'Europe de l'Ouest. Donc on parle d'une intensification du cycle de l'eau parce que les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus intenses, et à l'opposé, les pluies diluviennes deviennent également plus intenses. Donc on a ce gamme des possibles, ce gamme de temps, on va dire, de temps météo, auquel il va falloir s'adapter. Alors peut-être un petit peu de physique. Allez-y. Pour bien comprendre en fait pourquoi ce cycle de l'eau s'intensifie. Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Donc quand les circulations atmosphériques sont telles que des nuages se forment ou des dépressions se forment, en fait il y a plus de vapeur d'eau, donc il y a plus d'eau disponible dans l'atmosphère pour générer des précipitations. Donc c'est pour ça que on a des précipitations extrêmes qui sont plus importantes. On note ici dans la région des événements cévenols qui ne sont pas forcément plus fréquents, mais qui sont plus intenses, avec, je crois, c'est l'ordre de grandeur que je vous donne, hein, c'est 20%, entre 20 et 25% d'intensité supplémentaire sur les 30 dernières années. Donc ça, c'est la première partie qui explique les pluies extrêmes plus importantes, et c'est le même processus, de manière paradoxale, qui explique aussi des sécheresses plus intenses et plus persistantes. Pourquoi? Parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau, donc il y a plus d'évaporation. Il y a une succion en fait de l'eau du sol vers l'atmosphère qui fait que le sol s'assèche davantage, s'assèche plus vite, et donc donne des sécheresses agricoles qui sont plus importantes.
Donc c'est assez contre-intuitif, c'est pas comme la température où on a une augmentation assez continue. Le cycle de l'eau, c'est plutôt des fluctuations. Et on note aujourd'hui, donc quand on regarde le bilan d'eau, sur le bilan de la ressource en eau, qui est donc la différence entre ce qui tombe, c'est-à-dire les précipitations, et puis ce qui reste, enfin ce qui repart, donc l'évaporation et puis le ruissellement. On note en France, sur le territoire métropolitain, une baisse de la ressource en eau qui est de l'ordre de 15% sur les 20 dernières années. Pas parce qu'il pleut moins, mais parce que ça évapore davantage. Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut... En termes de communication, la ressource en eau ne se limite pas à la précipitation. C'est dans des discours qu'on entend un petit peu partout pour justifier en fait certaines solutions d'adaptation. Ça se focalise uniquement sur les précipitations. En fait, il faut regarder le bilan d'eau total. Et le ruissellement aussi augmente parce que les sols sont plus secs et quand ça tombe plus fort, ça ruisselle. Donc au final, on a une ressource en eau diminuée. C'est important, vous le disiez, un paradoxe qui est difficile à appréhender, j'imagine, pour les scientifiques et pour l'ensemble des acteurs de ce sujet. Oui, c'est un paradoxe. Et du coup, il faut intégrer cette notion de ressources en eau, de bilan d'eau. Et puis, dans les solutions d'adaptation, parce que je pense qu'on y viendra aussi dessus, intégrer le fait que la ressource diminuant, les projections climatiques donnant une diminution de ressources, une continuité dans cette diminution de ressources de manière critique sur le pourtour méditerranéen. En ressources limitées, il faut re-questionner en fait tous nos usages. Et engager des politiques d'adaptation qui re-questionnent cet usage-là. Donc dans l'usage, il y a le partage de l'eau, il y a différents aspects qu'il faut engager. C'est ce que l'on va faire avec l'ensemble de nos invités. Peut-être un mot, Caroline Lejars, je le disais, directrice adjointe de l'UMR Jo au CIRAD. Le micro est branché. Peut-être sur ce que vient d'indiquer Christophe Cassou, sur ce paradoxe qui existe. Comment vous, au CIRAD, un institut important en France et sur ce territoire, vous l'étudiez et vous l'appréhendez? Alors moi, je vais donner une réponse un peu différente. Donc d'abord, moi je vais pas me focaliser sur l'Europe, je vais donner une réponse et un regard peut-être plus international. Et voilà, vous disiez que la ressource manque, mais le premier problème du manque d'eau, c'est pas la baisse de la ressource, c'est l'augmentation de la demande. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important. C'est-à-dire que depuis 50 ans, la demande en eau augmente 2 fois plus vite que la population. Alors, à quoi c'est lié ? Eh bien, en fait, c'est lié à quelque chose de très simple. C'est nos modes de production et nos modes d'alimentation. Depuis 50 ans, pour vous donner quelques exemples, depuis 50 ans, nous avons diversifié notre alimentation. Nous mangeons plus de viande. La viande est très consommatrice en eau. Nous mangeons plus de légumes aussi. Donc, nous avons diversifié notre assiette alimentaire. Et concrètement, ça veut dire quoi en termes de production agricole ? Ça veut dire des surfaces agricoles et une production agricole multipliée par 3. Ça veut dire une production de soja multipliée par 8. Ça veut dire une production de tomates multipliée par 4 en 50 ans. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques chiffres. Et alors, je ne vais pas forcément complètement détailler ce constat, mais le fait est, le rapport de la FAO, qui est fait tous les 10 ans sur l'état des ressources en eau et en sol dans le monde. Et voilà, le constat qu'il fait est très clair. Ce rapport s'intitule « Des systèmes au bord de la rupture ». Et il s'introduit en disant effectivement que les ressources en eau et en sol connaissent des pressions sans précédent, donc des pressions sur les usages, et qu'elles sont poussées actuellement à la limite de leur capacité de production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose et une tendance qu'on voit à l'échelle mondiale, avec évidemment énormément de disparités locales. Donc dans cet ensemble, en fait, le changement climatique, et ça c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant dans le rapport de la FAO, c'est que finalement le changement climatique, il ne vient qu'exacerber ces tendances sur les usages de l'eau.
Et donc on va évoquer, une fois qu'on a aussi, c'était important que vous puissiez compléter et poser ce constat, imaginer les adaptations. On le voit bien, les solutions nécessaires. Je me tourne vers vous, Laurence Tubiana. Quand vous connaissez évidemment bien ces données. Comment on peut maintenant imaginer une évolution de nos usages? Comment, dans bien des domaines, l'adaptation, d'abord, existe-t-elle aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, quand vous observez la situation, qu'on s'adapte réellement? Et jusqu'où faudrait-il que nous allions? Vous avez un micro jusque-là. Merci. Alors, effectivement, il y a une action d'amont. Christophe montrait comment nos usages, mais aussi aggravent le problème de toute façon qui est aussi généré par le changement climatique. Et il y a évidemment des réponses qui sont, enfin j'en parlais tout de suite avec Marie-France, qui sont à la fois évidentes et qui ne sont pas vraiment intégrées. Bon, d'abord, l'eau, pour que j'ai pas d'évaporation, enfin, et on connaît quand même le sujet, il suffit de, et j'insiste, pas artificialiser les sols, parce que ça, c'est la meilleure pour les deux choses, hein, l'évaporation et le ruissellement, c'est la meilleure manière d'accélérer le problème. Et deux, de se dire, et moi qui habite plus souvent Paris que Montpellier, je vois la difficulté pour nos villes, mais c'est vrai aussi évidemment en plus sur les terres agricoles, comment il est important de mettre des arbres. Mmh. Alors mettre des arbres, c'est mettre des haies, et on voit bien d'ailleurs la tension pour le milieu agricole d'ailleurs d'utiliser le moindre hectare cultivable possible, de ceux qui veulent mettre des routes et des lotissements le plus possible de mètres carrés possible pour nous faire vivre. Et il y a quelque chose et donc il y a quelque chose en amont qui est de redéfinir l'usage des sols. Ça me paraît très important. Et notamment, alors j'ai un bel exemple, il y a un magnifique travail que le grand photographe Salgado a fait au Brésil, dans une zone complètement désertifiée, mais vraiment désertifiée du sertão. Il a commencé avec ses fonds, puisqu'il est célèbre et qu'il avait de l'argent à investir, à replanter des arbres. Et des photos de cette région qui était complètement pelée et avec beaucoup de problèmes de sécheresse. C'est pas juste parce qu'il n'y avait plus rien. Et il a commencé à replanter des arbres et il a refait produire de l'eau. Donc, je crois que l'usage des sols, que dans notre société, on l'apprenne, ça, c'est la première chose pour l'adaptation. Et c'est vraiment tout à fait important. Il y a d'ailleurs les grands projets importants au Sahel sur la muraille verte. Enfin, on voit qu'évidemment, on sait ça. Les scientifiques nous ont montré ça. La deuxième chose, c'est effectivement alors il y a classiquement le recyclage de l'eau, la lutte contre le gaspillage de l'eau. On est encore incroyablement mal équipé sur le recyclage des eaux grises. Donc il y a quelque chose à faire c'est très précieux. Je pense que dans la conscience, on s'en rend compte que cette chose c'est une condition de vie. On vit d'eau quand même énormément. Et donc, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose sur on se rend pas compte du gaspillage considérable, et y compris d'ailleurs dans la production agricole. Mmh. On se souvient des grands champs de maïs arrosés comme ça. Bon, il y a cette fameuse affaire qui a été dramatique sur les bassines. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on voulait stocker de l'eau sans mettre quelque chose dessus. Non, enfin, j'y connais rien, mais enfin, ça s'évapore, l'eau, quand même. Donc, il y a quelque chose qui perçoit pas sur... et je crois que Christophe l'a très bien dit, c'est parce qu'on pense en quantité d'eau, au moment, évidemment, où on en a besoin, et pas du tout en cycle. Donc, je crois que sur le cycle de l'eau dans l'agriculture, on a beaucoup de progrès, je crois, à faire. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a l'alimentation qui est considérable. Après, je dirais aussi qu'on est dans une situation régionale particulière. Alors, Christophe va nous éclairer là-dessus, mais la Méditerranée en général, elle est quand même incroyablement frappée par le changement climatique et les sécheresses. On le voit tous les jours, malheureusement, à cause des feux. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est plus on va vers l'Est, moins il y a d'eau. Et quand même, cette région de l'Est qui est malheureusement aujourd'hui en pleine explosion et en plein conflit, on se rend compte que les conflits autour de l'eau, et rappelons-nous de ce qui s'était passé en Syrie, une grande partie de la crise politique syrienne, elle est venue de la sécheresse. Et donc, il y a quelque chose sur notre sécurité qui tient beaucoup à la manière dont on va gérer l'eau. Donc, je crois que c'est à la fois l'adaptation, et on peut faire beaucoup de choses. Mais comme l'a dit Christophe ce matin, on ne peut pas non plus faire tout. Donc il faut vraiment quand même lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on refasse
vraiment qu'on retrouve des modalités qui sont d'ailleurs souvent pratiquées ailleurs. Hein. Je pense aux îles Canaries, à Israël, à d'autres, où on sait faire de l'agriculture avec très peu d'eau. Et donc là, il faudra vraiment y arriver. Christophe et puis Jean-François. Peut-être pour réagir à ce que disait Laurence Tubiana, et notamment sur la situation dans notre région, c'est vrai, en Occitanie, qui est particulièrement frappée par les paradoxes que nous évoquions à l'instant. Oui, quand on regarde en fait, sur la planète quelles sont les régions qui subissent le plus en ce moment les effets du changement climatique et les perturbations de ce cycle de l'eau, ce sont toutes les régions en climat méditerranéen. Donc tout le bassin méditerranéen, mais aussi la Californie, mais aussi dans l'hémisphère sud, l'Australie, le Chili, qui subissent ces effets du changement climatique qui sont forts, où il y a une aridification du climat qui se met en place progressivement. Pour compléter aussi ce que disait Laurence sur l'importance des forêts ou de l'usage des sols, ce qui est vrai à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'une partie de l'eau est recyclée localement par la présence de forêts, c'est pas forcément vrai à l'échelle France. Quand on regarde à l'échelle de la France d'où viennent la molécule d'eau qui tombe par la pluie, en fait, elle vient essentiellement de l'océan Atlantique. Il y a entre 70 et 90% de l'eau qui vient du transport d'humidité de l'océan Atlantique sur notre pays. C'est pas un recyclage local. Ce qui est aussi important à considérer, parce que ça veut dire que j'essaye d'agrandir un petit peu le spectre, c'est qu'il faut regarder aussi les changements de circulation atmosphérique à très grande échelle pour comprendre en fait ce cycle de l'eau. Et la France est dans une zone particulière où il peut y avoir des cycles de l'eau, des fluctuations climatiques, même à l'échelle décennale, c'est-à-dire d'une décennie à l'autre, qui peuvent se contredire, parce qu'à cause de ces circulations qui peuvent changer. Donc le message que nous, en tant que climatologue, on essaye de passer sur la question de la ressource potentielle en eau, donc je ne tiens pas en compte des usages, mais la ressource potentielle du cycle de l'eau qui est juste précipitation, moins évaporation, moins ruissellement, pour les prochaines années, je ne parle pas en 2050, 2100, pour les prochaines années, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, en fait, il faut considérer plusieurs possibles. Le possible où on aurait un excès d'eau, alors que le climat à long terme s'assèche, et un possible où on aurait un assèchement beaucoup plus précoce et beaucoup plus rapide. Donc il faut prendre des solutions qui soient résilientes aux deux cas. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les raisonnements simplistes, style bassine, ne marchent absolument pas. Parce qu'il faut être résilient au fait que la ressource en eau potentielle, elle va diminuer de manière considérable. Jean-François Blanchet, je le disais, directeur général du réseau hydraulique Occitan-Bérel, on connaît évidemment bien votre action, mais qu'est-ce que vous encouragez, vous, en termes d'adaptation? Vous venez d'entendre à la fois Laurence Tubiana et Christophe Cassou, concrètement ici dans cette région. Quand on entend les scientifiques, effectivement, on pense plutôt au pessimisme de la connaissance, et pourtant il nous faut avoir l'optimisme de l'action. Donc devant cette grande contradiction, ça nous renvoie à nos responsabilités, et nous considérons que sur le cycle de l'eau, tout un chacun a sa part de responsabilité pour agir positivement. Alors ça a été rappelé par Christophe, la mère des combats, si l'on peut dire, ou le père des combats, on ne va pas le genrer, c'est avant toute chose émettre moins de carbone, parce que quoi qu'il en soit, on aura beau s'adapter, la température continuera à monter si jamais nos émissions de carbone continuent à grimper. Donc là aussi, il faut sortir d'une idée selon laquelle l'adaptation serait la solution idéale, un petit peu techno-solutionniste, qui ferait qu'on saurait trouver des machins, des bidules, des trucs qu'on va inventer, parce que sur la planète, on a toujours fait face à tous les défis jusqu'à présent. C'est vrai, mais l'humanité aujourd'hui a aussi été capable d'inventer la possibilité de sa fin FIN, voilà. Même si sur l'autre chapitre, hélas, elle est aussi assez présente. Et cette possibilité de la fin qu'on connaissait avec le nucléaire, elle s'exprime aujourd'hui sur quelque chose qui est moins tangible, qui est effectivement le climat. Alors une fois qu'on a dit ça, on va s'arrêter, on va aller plutôt boire du vin, voilà, parce que, voilà, tant qu'à faire, plutôt occitan si possible, on va faire du régionalisme local. Ou alors, on se dit qu'il y a des actions possibles. Alors dans les actions possibles, c'est là aussi difficile, parce qu'on a la tentation de l'adaptation, mais dans l'adaptation, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est un peu comme les chasseurs, il y a la maladaptation et la bonne adaptation. On voit à peu près. Voilà, et la maladaptation, c'est de considérer qu'en
continuons à puiser de l'eau puisqu'elle est disponible aujourd'hui en partie. Moi, je vais parler d'eau disponible. Pour prendre une image, si on prend notre carafe d'eau, au début, avant le changement climatique ou avant l'ère industrielle, elle était complètement pleine. Aujourd'hui, elle n'est plus que pleine à 70%. Mais si on a besoin que d'un verre d'eau, qu'elle soit pleine à 100% ou à 70%, ça n'altère en rien la capacité de prendre un verre d'eau. C'est le débat entre la ressource disponible et par ailleurs les usages. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le 70% va continuer à baisser. Et ce n'est pas d'un verre d'eau dont on aura besoin, c'est potentiellement 3, 4, 5, 6. Et on comprend bien aisément avec l'image que si on n'agit pas sur l'ensemble des paramètres, comme disait un certain humoriste, quand le plancher monte et que le plafond baisse, à un moment on se retrouve coincé. Voilà, en parlant des taux de banque. Voilà. Les moins de 60 ans n'auront pas compris, mais c'est pas grave. C'était Raymond DeVos. Je reviens sur le centre du propos. Oui, à l'heure actuelle, on a des enjeux qui sont fondamentaux. Je vais me focuser sur un temps sur le territoire régional. On a un hotspot du changement climatique. Quand on parle d'1,5 degré chez nous, sur certains territoires, plus on monte dans les montagnes d'ailleurs, Cévenol notamment, plus l'élévation de température, et notamment en été, est proche de 3 degrés, donc c'est 2 fois plus élevé, et les précipitations se raréfient. Voilà. Donc ça, c'est indéniable, c'est constatable. Voilà. Après, on a la chance sur notre territoire d'avoir la bordure rhodanienne avec une ressource qui est effectivement abondante. Pour faire court, 54 milliards de mètres cubes déversés à la mer, qui dans les 30 à 50 ans en volume devrait faiblement évoluer, mais avec des étiages quand même qui seront plus marqués, puisque les débits d'été du Rhône ont déjà baissé de l'ordre de 13%, si je me situe à Beaucaire, qui est le territoire qui nous intéresse ici, et devrait encore baisser de 20%. Mais bon, sans rentrer dans un cours approfondi sur le Rhône, le fonctionnement, on va dire essentiellement palier avec du stockage, des stockages, amène une certaine régulation, donc on a une capacité de pouvoir adapter une poursuite des usages actuels, notamment agricoles, possiblement touristiques, également pour les besoins en eau potable des populations, tout en ayant conscience qu'il faut aussi sécuriser les ressources en eau locales. Donc c'est un grand projet qu'a porté la région Occitanie et que soutient la présidente Carole Delga, qui porte le nom d'Aqua Domitia, donc le chemin de l'eau, c'est poétique en latin. La réalité est plus pragmatique, il s'agit de pouvoir dériver une partie complémentaire des eaux du Rhône pour satisfaire des usages à terme alimentaires, également des besoins en eau potable, en soulageant les milieux naturels locaux. Pourquoi ? Et on le comprend aisément, quand il y a moins de précipitations sur des petits bassins versants où il fait plus chaud, l'impact sur la ressource disponible et le stockage est beaucoup plus important que sur un très grand bassin versant comme le Rhône, pour lequel l'approche statistique en fait, des précipitations et leur distribution et la réalité également, puisqu'on n'est pas qu'en climat méditerranéen sur le Rhône, va amener d'autres orientations. Je vois qu'il faut que je termine en une phrase. Oui, est-ce que j'allais vous relancer là-dessus ? Donc en clair, ça nécessite de penser, et c'est là où c'est important, non pas aux usages qu'on va satisfaire cette année ou l'année prochaine en fonction d'un signal météorologique, mais comment sur notre territoire, en 2050, 2070, on va vivre dans un climat modifié. En clair, il faut que les investissements qu'on pense aujourd'hui soient non seulement résilients, mais qu'ils soient climato-compatibles. Je vais le dire en termes plus simples, comment pouvons-nous faire des investissements sans regret, sachant que, pour ce qui nous concerne, les aménagements hydrauliques que nous réalisons ont une durée de vie de 100 ans. Donc si on se trompe, on aura utilisé une partie d'argent privé, d'argent d'entreprise, mais aussi une grosse partie de subventions publiques. Et on voit à l'heure actuelle que le mur de la dette, il est écologique, mais il est aussi quand même à court terme financier. Et donc, il faut qu'on arrive à concilier, comme on dit, la fin du mois, la fin de l'année budgétaire, et puis par ailleurs, une possibilité de vie qui se poursuive. Donc, dans ce contexte-là, voilà une réflexion qui est globale, une projection, une évaluation tendancielle des besoins et des ressources, et puis aussi, et ça c'est un élément qui est difficilement mesurable, c'est des grands cycles en fait d'évolution de l'agriculture par rapport à des éléments de souveraineté. Et je terminerai là-dessus. On a observé sur les dernières années des signaux qui, je l'espère, auront préoccupé nos gouvernants, notamment l'Inde, lorsqu'il s'est agi de réduire ses exportations de blé pour des raisons de stabilité politique. Je rappelle que le blé, ça rentre dans un grand nombre de produits alimentaires. Plus récemment, c'était il y a un peu plus d'un an, le Royaume du Maroc, pour là aussi des crises sociales, par rapport à de l'exportation au niveau de l'agriculture. On peut aisément projeter que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, la circulation non pas des biens,
mais de l'agriculture, de ce qui nous nourrit, y compris sur notre territoire national, sera très fortement influencé. Et là, ça pose la question de la souveraineté alimentaire. Mais pour avoir de la souveraineté alimentaire, il faut avoir de l'eau. Caroline Lejard, je voudrais que vous puissiez là aussi prolonger le propos de Jean-François Blanchet, peut-être avec un ou deux exemples que vous pouvez observer en France, outre-mer, ailleurs, sur cette question-là et sur l'équilibre qu'il faut trouver, peut-être autour de l'eau, de l'agriculture, de l'aménagement. Oui, en fait, je pense que ce que je vais, voilà, ce que m'inspire aussi, cette intervention, c'est que, et ça c'est clair, il n'y a pas de solution unique, et forcément, chaque solution doit être adaptée à chaque territoire. Et alors, honnêtement, si on prend dans l'absolu, des solutions, on fourmille de solutions. Au niveau technique, des solutions techniques, d'économie en eau, des pratiques agroécologiques, au niveau de la gouvernance, des politiques de restriction, des politiques de quotas. Le problème, effectivement, c'est que chacune de ces solutions, si on les met au mauvais endroit, si elles ne sont pas cohérentes entre elles, peuvent aboutir à des problématiques et des catastrophes. Donc il y a un exemple que j'aime bien, mais on pourra en discuter, c'est celui des pratiques économes en eau, donc notamment du goutte à goutte. Donc le goutte à goutte, c'est vraiment l'idée d'irriguer au plus près des besoins de la plante. Bon. Effectivement, c'est une pratique agricole qui permet d'économiser de l'eau à l'échelle de la plante. Sauf que concrètement, dans beaucoup de pays du monde, en Inde, au Maroc, en Espagne, ça s'est plutôt accompagné, le développement de politiques de subvention de ces pratiques économes en eau, c'est plutôt accompagné d'une augmentation globale de l'usage de l'eau. Parce que comme c'était pas encadré, comme il n'y a pas de police de l'eau, comme il y a des forages illégaux, au final, on a développé l'usage du goutte à goutte et on a développé les surfaces irriguées sur la base du fait qu'on avait plus d'eau pour irriguer, puisqu'on consommait moins à la parcelle. Donc même une pratique qui peut paraître absolument évidente, comme une pratique d'économie en eau, peut conduire finalement à des drames. Donc il y a vraiment cette question d'adapter chaque solution à chaque territoire, en fonction des ressources, en fonction des usages, mais aussi en fonction du système de régulation en place, du système politique en place, et de la capacité à contrôler ou non les usages. Donc je pense que là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de mettre aussi en cohérence l'ensemble des solutions qui sont proposées sur un territoire. Laurence Dubiana, vous voulez peut-être prolonger et compléter avec votre regard qui n'est pas simplement national, mais qui est aussi international sur des initiatives qui sont prises ici ou là. Oui, tout à fait. Et alors, c'est très caractéristique de ce que vous disiez tout à l'heure là. Le technologie fixe. On a la solution, on va y arriver. Et les unes à côté des autres, c'est complètement désastreux. D'abord parce que ça ne peut pas toujours se mettre en place sans créer d'énormes effets vraiment régressifs sur la société. Parce que y a des gens qui sont privés de choses. Et je suis frappée en ce moment où quand même, effectivement, la reconnaissance de la dégradation de l'environnement percole quand même, mais que les réponses soient aussi fragmentées. Enfin, on parlait des bassines, c'est typiquement ça. On se dit, bon, on va trouver une solution, on remplit, et puis comme ça, il y aura de l'eau, on pourra s'en servir. C'est typiquement de ce raisonnement. Et je pense qu'il y a une grande éducation à faire pour montrer les conséquences, les externalités de chaque choix. Et c'est pour ça que je ne peux qu'être d'accord avec vous et ce que vous avez dit sur l'aspect global de cette réflexion. Donc, ça me paraît vraiment absolument central. Après, il faut mettre... Alors, il y a une prix Nobel d'économie, Elinor Ostrom, qui a très bien expliqué ça. Ça ne sert à rien non plus de mettre des politiques par le haut ou trop fragmentées, alors que, et c'est heureusement... Tout de même, on a eu une tradition en France, notamment de la gestion des bassins versants, qui était intéressante. Le partage de l'eau, c'est une très vieille coutume, pratique, de beaucoup de sociétés qui ont eu ce problème de rapport à l'eau. Et donc, il faut qu'on retrouve ça, mais que du coup, comme maintenant on est dans un contexte de contraintes plus fortes, il faut qu'on remette les acteurs autour de la table qui intègrent ces contraintes. Et là, j'ai vu depuis un an ou deux, on ne fait plus ça. On s'intéresse aux agriculteurs, à ceux qui font de l'eau minérale, et on n'a plus ce problème on a une contrainte nouvelle, comment on fait? Donc c'est vraiment le bon moment pour le faire.
Jean-François. Oui, non, je rebondis tout à fait sur ce que vient de dire Laurence. En clair, aujourd'hui, sans vouloir prendre d'image olympique, mais tout le monde nage dans son couloir de nage. Or, aujourd'hui, il vaudrait mieux qu'on fasse de la natation synchronisée, si vous me passez l'image. En clair, on a besoin de désiloter, que ça soit au niveau de la connaissance, mais également au niveau des pratiques, de sorte à pouvoir penser, une fois pour toutes, aménagement du territoire. Quand on parle de la vie sur Terre, il faut revenir aux fondamentaux, c'est des vies par communauté, plus ou moins grandes, avec des appartenances qui sont définies, mais avec à la base la capacité, quand même, il ne faut pas l'oublier, de pouvoir boire et manger. Et toutes les sociétés humaines se sont construites de cette façon-là depuis l'Euphrate, avec les premières populations mésopotamiennes, et ensuite, évidemment, on connaît un peu plus les aménagements hydrauliques des Romains, surtout ici avec le pont du Gard. Toute proportion gardée, aujourd'hui, on doit, si je puis dire, aménager le territoire d'une main tremblante et surtout ne pas les laisser qu'aux seuls aménageurs. En clair, l'aménageur, c'est un opérateur, et j'en parle à mon aise, puisque nous sommes nous-mêmes, dans notre domaine de compétences, en hydraulique, aménageurs également du territoire. Pour autant, ce qui est important, c'est de mettre à la délibération, c'est-à-dire au débat, et on l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la démarche d'Aqua Domitia, pour lequel nous avons été le premier projet hydraulique qui a bénéficié du débat public avec la CNDP, pour définir dans quelles conditions les usages sont effectivement raisonnables. Ça aussi, ça doit être débattu. C'est un sujet, pour le coup, d'aménagement territorial de manière pleine et entière, de vie également sur le territoire, et de quelle façon les ressources qui sont fondamentales, les ressources en eau, sont utilisées. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'eau, on parle de, à minima, 3 compartiments. La ressource, les usages, ça on le comprend bien, mais il ne faut pas oublier les milieux naturels. Or, si on n'a pas des milieux naturels qui sont en bon état de fonctionnement, on n'aura pas des ressources de bonne qualité et on aura des usages dégradés. Et cette approche-là écosystémique, ça fait, alors c'est un peu démoralisant, mais ça fait 30 à 40 ans qu'on le sait. Et là, ce qui nous fait un petit peu peur, nous autres opérateurs de terrain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, alors je suis désolé, je vais être un peu poujadiste, moi aussi j'ai le droit après tout, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fait une loi entre guillemets chien mordeur, c'est pour rappeler ce qui s'était passé à une certaine époque. La loi c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait changer les pratiques. Ce qui fait changer les pratiques, c'est la sociologie. Ce qui fait changer les pratiques, c'est le circuit de la récompense. C'est en quoi il est bien et vertueux de faire mieux. Donc aujourd'hui, notre vrai débat, c'est comment on encourage des comportements, comment au niveau mondial, on ne crée pas la désespérance que ce qu'on fait en récupérant l'eau, tant que l'eau de la douche n'est pas chaude, qu'on met dans un arrosoir pour arroser nos plantes, on a un certain nombre à le faire. On se fait plaisir, ça fait du bien quand on fait ça. On se dit, est-ce qu'à l'échelle de la planète, on a franchement fait un grand geste? Donc on attend aussi de nos gouvernants qu'ils puissent, dans les accords, et pas que dans les COP. Les COP, c'est super. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a entre les COP. Se faire des promesses et ne pas les tenir, est-ce que c'est raisonnable? Nous, acteurs de terrain, et je terminerai là-dessus, c'est chaque jour que nous sommes confrontés aux économies d'eau que nous devons faire. Chaque jour que nous nous posons les questions de notre consommation carbone, chaque jour que nous nous posons les questions de consommation matière. Parce que ce n'est pas le tout que l'exploitation soit économe en eau et en énergie, si jamais pour cela, on mobilise beaucoup de matériaux qui eux-mêmes nécessitent pour leur extraction, pour leur transformation, pour leur transport, énormément d'énergie et parfois de l'eau. Pour terminer, il faut qu'on ait vraiment une approche globale qui intègre les 4 facteurs essentiels qui sont l'eau, l'énergie, l'alimentation et les écosystèmes. En anglais, c'est WEFE. Et c'est des démarches qui fonctionnent au niveau international. Il faut le faire en France aussi. Merci. Il est 15h03. Il nous reste une dizaine de minutes et passe aux questions. Vous aurez évidemment l'occasion de réagir les uns et les autres. Qui voudrait poser la première question? Ah là-bas, je vois, tiens. Au fond, je vous ai vu. Mais je crois que Christophe, vous vouliez réagir. Mais je vous laisserai réagir. Vous prendrez la première réponse, j'en suis certain. Et comme un bon politique que vous êtes, vous répondrez à la réponse de la question de tout à l'heure. Allez-y, madame, monsieur. Oui, bonjour, oui. madame. Madame. Bonjour, merci pour ces interventions. 2 petites questions. Premièrement, la question des sols n'a pas vraiment été abordée. La question de la qualité des sols et donc du modèle agricole derrière, qui sous-tend la qualité des sols, bien sûr. C'est-à-dire que, enfin voilà, bon, je ne sais pas s'il faut développer, mais peut-être pas. Vos invités peut-être développeront, voilà. Donc changement de modèle agricole à la clé, quand même. Voilà. Et puis alors, peut-être plus particulièrement pour le directeur général de BRL, oui, il y a eu un débat citoyen à propos du projet Aqua Domitia. J'ai fait partie d'un de ces débats dans la Commission nationale du débat public. Voilà, c'était dans la ville d'Agde.
beaucoup des personnes présentes, des citoyens, des collectifs, des associations, ont trouvé que la parole était confisquée. Voilà, que la messe était déjà dite. Parce que déjà à l'époque, alors ça remonte un petit peu dans le temps, déjà à l'époque, il y avait des citoyens qui avaient conscience qu'il y allait y avoir un problème des usages, concurrence des usages. Est-ce qu'on utilise l'eau à arroser un golf, puisque les représentants du golf étaient là? Alors bon, depuis, on recycle l'eau. Posez votre question. Oui, ben voilà, non mais donc c'est ça la question, la démocratie là-dedans, par rapport au conflit d'usage. Quelle est la parole du citoyen? Je propose que Christophe Cassou d'abord réponde à la question, et puis vous ferez très très court, Jean-François, s'il vous plaît. Allez-y, Christophe, pour répondre pour les sols. Sur les sols. Oui, c'est absolument essentiel. C'est justement ce point-là que je voulais rajouter. Allez-y. En fait, on a envisagé ici la ressource, où on en parlait beaucoup de la ressource en eau. En fait, l'eau, c'est pas qu'une ressource, c'est un patrimoine. Et qu'il faut absolument conserver ce patrimoine. Et ce patrimoine aussi, il est pour le non-humain. Quand on fait des soutiens d'étiage aujourd'hui, on fait des soutiens d'étiage pour soutenir l'irrigation en aval. On ne fait pas du soutien d'étiage pour préserver la biodiversité. On dit qu'on fait ça, mais en fait, dans la réalité, c'est pas ça du tout. C'est pour soutenir des irrigations. Donc, il est absolument important de qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, de le considérer comme un patrimoine pour le vivant. Et quand on parle du vivant, on parle aussi donc de qualité de l'eau. Et c'est peut-être le mot qu'on n'a pas assez utilisé. Il y a la ressource en eau, il y a la quantité d'eau, mais aussi la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, elle est absolument essentielle, parce que là, c'est pour notre usage à nous. Et aujourd'hui, on assiste, et je vais peser ce mot, à un effondrement de la qualité de l'eau en France. C'est pas une diminution de la qualité de l'eau, c'est un effondrement, en particulier sur certains bassins. Alors, je ne sais pas ici sur ce bassin-là, mais en tout cas, le nord de la France, c'est un effondrement. Ce qui questionne les modèles agricoles, ce qui questionne les intrants, etc., qu'il faut diminuer. Et juste sur la question agricole, évidemment qu'il faut diminuer les intrants. Évidemment qu'il va y avoir certainement une baisse de rendement liée aux intrants. Et donc la puissance publique, son rôle, c'est d'accompagner ce qu'on appelle les risques à la transition. Il y a des risques pour les agriculteurs aujourd'hui à transiter vers moins d'intrants. Et il faut les accompagner pour que dans 4-5 ans, en fait, cette transition-là, elle soit faite et elle soit de nouveau efficace. Et je pense qu'on a peut-être raté quelque chose cette année avec la crise agricole pour justement ne pas enclencher ce système vertueux et puis rémunérer ou en tout cas faire de telle en sorte que les agriculteurs puissent vivre de la mission de service public qu'ils ont, c'est de conserver les sols, conserver la qualité de l'eau, conserver les forêts. Et c'est une délégation en fait que l'État devrait leur donner et de récompenser pour cette mission de service public. Jean-François, 30 secondes. Ouais. Non, on se rejoint, ces mesures agroécologiques, effectivement. La qualité des sols, je vous rejoins là tout à fait, c'est essentiel, et notamment par la matière organique que portent les sols et qui eux-mêmes dépendent d'apport d'eau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau sur un sol, ce qui va le désertifier, c'est pas le fait qu'il va être sec pendant quelques mois, c'est le fait que pendant plusieurs années, la matière organique à l'intérieur du sol va être totalement dégradée, et ensuite ce sol ne fera plus rien, même si à nouveau vous apportez de la pluie. Donc c'est franchement essentiel. Sur le débat public, écoutez, c'est pas BRL qui l'a organisé, mais c'est la Commission nationale du débat public qui a mis en place une commission particulière du débat public. Et selon les lois et règlements de notre pays, c'est cette commission qui est en charge, en fait, d'organiser les conditions du débat. Ça a été, de notre point de vue, quand même, une opération qui était très vaste. Elle a coûté 2 millions d'euros sur le projet, donc un projet qui au total fait 200 millions d'euros. Donc on ne peut pas dire que pour 2 millions d'euros, il n'y ait pas eu, de moyens consacrés. Et encore une fois, où je vous mets tout à fait à l'aise, il a été organisé indépendamment de toute action de BRL et exclusivement sous l'autorité des personnes qui ont été mandatées, indépendantes par la commission du débat public. Après, je vous entends, juste pour terminer, s'il vous plaît. Je vous entends sur le fait qu'il est quelquefois frustrant dans un débat de ne pas voir ses propres idées retenues. Nous-mêmes, au niveau de BRL, la région Occitanie aussi a fait à transiger par rapport à des orientations qui devaient être faites. Je crois que le principe du débat, c'est qu'il y ait des efforts de part et d'autre pour essayer d'arriver à une solution acceptable. En revanche, nous, ce qu'on en a retenu, et je terminerai là-dessus, c'est... Je retiendrai cette phrase. Allez-y.
C'est le fait, non mais parce que c'est important. Oui, je sais. Ce à quoi oblige le débat public, 1, c'est à prendre des engagements clairs, 2, à être totalement transparent, 3, à en rendre compte. Et c'est effectivement des choses dont nous rendons compte aujourd'hui en transparence dans une instance de concertation à laquelle participe notamment France Nature Environnement. Il n'y a pas beaucoup de projets hydrauliques aujourd'hui où vous voyez France Nature Environnement ou les associations de consommateurs qui sont associés à la vie continue d'un projet, non seulement pendant sa construction, mais aussi pendant son utilisation. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire qu'on fait de notre mieux. Allez, d'autres questions. Intervention. Oui, ici, là. Madame au milieu. Au milieu ici. Hop. Là, vous levez la main. Je vous ai vu, madame et monsieur aussi. Hein. Allez-y. Question courte Oui. pour qu'on ait des réponses courtes. Alors, Allez-y. je vais faire très court. Quelle est votre position sur l'irrigation gravitaire? Qui prend la main là-dessus? Vous avez 2 heures. Allez-y. Ah, écoutez, Caroline, c'est pour vous, ça, j'ai l'impression, non? Non. Très court, s'il vous plaît. Hein. Waouh. En fait, le problème quand même de l'irrigation. Alors, pourquoi on a recours à l'irrigation par les eaux souterraines plutôt qu'à l'irrigation gravitaire? C'est parce que l'irrigation par les eaux souterraines, elle permet de sécuriser la production. C'est quand même le point clé. Sur le gravitaire, on a des variations de débit, des variations en fonction de l'endroit où on est sur le réseau. Et donc, naturellement, pour sécuriser une production, un agriculteur aura intérêt à aller chercher de l'eau souterraine. Ça va lui permettre de piloter au mieux son irrigation, ça va lui permettre de développer des cultures à haute valeur ajoutée, des cultures sous contrat, voilà, des légumes, donc voilà, des cultures qui rapportent. Donc c'est vraiment une question de sécurisation de l'irrigation qui fait qu'effectivement dans le monde, c'est plutôt l'irrigation par les eaux souterraines qui prend souvent le dessus. Merci beaucoup. Monsieur, allez-y, posez votre question. Oui, je reprends la parole à Raphaël Dinelli. J'étais tout à l'heure intervenu Absolument. sur l'aviation. Alors moi, j'ai l'impression qu'il manque de la sensibilisation sur l'usage et sur sur la raison. Alors moi, je vais simplement donner une expérience sur quand j'ai fait mes périodes sportives et mes 4 tours du monde. Et quand pendant un tour du monde de 125 jours, on a un désalinisateur qui fait 4 litres d'eau en 24 heures et pendant l'équateur, il faut boire au moins ces 3 litres. Quand avec 4 litres d'eau par jour, des fois le désalinisateur tombe en panne, il faut le faire marcher à la main et que vous consommez plus d'énergie en eau, en transpiration, vous en buvez. Quand on revient chez nous et qu'on voit les personnes 10 minutes, 15 minutes par jour, on consomme chaque citoyen entre 150 et 200 litres d'eau entre les eaux grises, les eaux noires et tout. Moi, j'ai jamais pu, parce que avec 4 tours du monde. Ou alors, j'invite tous les citoyens à faire un tour du monde en 125 jours. Ou notre marraine, l'année dernière, en Afrique, quand les femmes marchent des kilomètres pour aller chercher du bois, parce que ça se déboise pour faire la cuisine, et aller chercher 5 litres d'eau par jour, dans le monde entier, il y a des civilisations, ça serait le luxe et le bonheur, quoi. Il n'y a plus de sensibilisation sur l'économie, la baisse. J'ai l'impression que il faudrait refaire de la communication, de la sensibilisation, parce que moi, je suis dépassé par tout ce que j'entends. Qui peut Laurence peut-être et Christophe peut-être sur ces 2 points. On peut que vous suivre. Hein, mais Merci, c'est monsieur. toutes les ressources avec lesquelles on doit avoir une attitude qui n'est pas extractive. Et c'est pas juste sur l'eau. Hein. Je vois sur aujourd'hui les minéraux critiques pour faire de l'énergie renouvelable. On fait comme si on était dans une économie extractive. Et là, il y a des limites. Et là, je ne peux que vous suivre. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas sans arrêt extraire des ressources qu'on est en train d'épuiser. Donc, c'est juste une question de bon sens. Et effectivement, ces images que vous faites revivre sont très impressionnantes. Donc la solution, c'est pas juste de désaliniser partout, qui est aujourd'hui un peu la grande modalité pour produire de l'eau aujourd'hui dans les régions sèches. Christophe, vous voulez... Non, très bien. Une autre question alors. Ici, madame, allez-y. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question pour Monsieur BRL, éventuellement, concernant les forages illégaux qui sont toujours attribués avec une grande facilité, qui ne sont pas identifiés, et il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir une intercation avec une direction d'autorité locale, etc. Et ça s'ouvre tous les jours. Personne... Pourquoi ? On va vous répondre.
Alors- Allez-y Jean-François, 1 minute, allez-y. Alors, j'aimerais au niveau de BRL avoir le pouvoir régalien d'interdire les choses interdites, mais hélas, ce privilège est réservé à l'État et aux services de l'État, dans le cas d'espèce, les directions départementales des territoires ou des territoires et de la mer, lorsqu'il y a une jonction maritime. Et la difficulté sur les forages, c'est qu'en fonction du seuil de prélèvement, du débit de prélèvement ou du volume, selon les cas, il n'est pas nécessaire de déclarer son forage, ou à défaut, il faut une déclaration, ou à défaut, une autorisation au-delà d'un certain seuil. Donc, là, je suis navré de vous répondre ça, mais c'est la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui. Je vous rejoins sur le fait que les forages au surplus amènent des risques, pas simplement en termes de volume prélevé et d'impact sur la nappe, mais également d'intrusion de pollution selon la manière dont ils sont faits et selon les pratiques qui existent au-dessus, y compris sur des forages de particuliers. Quand quelquefois, à mauvaise aloi, il y a des désherbants qui sont utilisés, on ne peut pas exclure que selon la pratique qui est faite, ça puisse entrer en fait dans la nappe de cette façon-là. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les détections, quand on parle de détérioration de la qualité de l'eau, je dirais il y a aussi le phénomène de perception parce qu'on va beaucoup plus loin dans le nombre de paramètres qu'on analyse avec des niveaux de détection qui n'étaient pas accessibles il y a ne serait-ce qu'une vingtaine ou trentaine d'années. Donc on a un sentiment aussi de dégradation qui est lié aux capacités analytiques des analyses qui nous donnent un état de la connaissance que nous n'avions pas. Auparavant, voilà, on buvait de la mauvaise eau, si je puis dire, sans le savoir, voilà, comme certains faisaient de la prose, mais c'était moins dangereux. Donc pour revenir sur votre sujet, effectivement, on doit tous prendre notre part sur la question et les services de l'État font de leur mieux avec des moyens quelquefois limités aussi, il faut le reconnaître. Je prends une toute dernière question, toute dernière question, puisque nous allons déborder sur le planning. Monsieur, question courte, s'il vous plaît, parce qu'une prochaine table ronde va démarrer dans 2 minutes. Allez-y. Oui, je voulais rebondir sur la qualité de l'eau, on parlait Oui. tout à l'heure, et du gaspillage. En fait, a-t-on besoin d'avoir de l'eau potable dans nos toilettes? Je parle surtout au milieu urbain, parce qu'à la campagne, on peut avoir les toilettes sèches, mais c'est pas toujours pareil, et c'est pas à tous les endroits possibles. Donc ma question s'adresse justement à cette possibilité de recyclage de l'eau en milieu urbain. Recyclage de l'eau, qui répond? Recyclage de l'eau. Recyclage de l'eau, 2 choses. La réutilisation des eaux usées, c'est super, mais pas en tête de bassin versant ou en milieu de bassin versant, parce qu'on prive de retour au milieu naturel une partie des eaux. Donc quand on est en secteur littoral, par exemple les Pyrénées-Orientales, avec des très grandes stations touristiques, la réutilisation des eaux usées, ça devrait quasi être obligatoire. Voilà, on est bien d'accord. Le deuxième point, oui, vous avez raison, dans les eaux grises ou noires, il y a de l'eau. Donc, et je dirais même, sans vouloir être trop trash, dans les urines, on trouve aussi un certain nombre d'éléments qui peuvent être réutilisés. Ça s'utilise dans un certain nombre de pays. Et là aussi, par rapport au phosphore notamment, il y aura sans doute matière à progresser. Et le dernier point, quand on parle de technosolutionnisme, dans l'idée aussi selon laquelle, si on utilisait davantage les eaux usées, le problème serait résolu, c'est pas vrai. Ce qui va participer à résoudre le problème, c'est de consommer moins. C'est pas d'avoir une autre source. De la même façon, c'est pas parce qu'on habite à côté de la Méditerranée qu'en faisant du dessalement, parce que la mer est assez pleine, vous me l'accorderez, en plus le niveau monte, donc on pourrait dessaler et finalement il n'y a pas de problème d'eau. Ben non, parce qu'à un moment donné, il y a des concentrations de saumure au niveau environnemental, et il y a surtout de la consommation d'énergie. Et une certitude, pour conclure, c'est il est vraisemblable qu'on manquera sur Terre d'énergie disponible en grande quantité avant de manquer totalement d'eau. Merci beaucoup. On applaudit nos intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Restez avec nous. Joël Ruiz va prendre ma place et me succéder pour une table ronde sur la transition énergétique. Où en sommes-nous? On va tenter d'y répondre. Merci à vous.